Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un modèle absolument fascinant qui cherche à décrypter les dynamiques sociales, ces énergies un peu invisibles qui façonnent nos sociétés. On va partir d'une question, une image toute simple. Et si les grands changements qu'on observe dans l'histoire, eh bien, ils n'étaient pas si aléatoires que ça? S'ils suivaient une sorte de rythme comme une pulsation, un va-et-vient constant entre l'ordre et le chaos. C'est cette idée qui va être notre fil rouge. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce modèle nous dit que pour comprendre un système social, quel qu'il soit, on peut le regarder à travers 4 grands rôles, 4 forces fondamentales. Et là, attention, point très important, on ne parle pas du tout de type de personnalité, c'est plutôt des énergies, des positions que n'importe qui peut incarner à un moment donné. Le premier, c'est le guerrier. C'est l'archétype de la force brute, celui qui vient imposer un ordre par la puissance, par l'autorité. Ça peut être un État qui met en place ses lois, un leader qui rassemble. C'est cette énergie qui structure, qui dit « voilà comment les choses vont se passer ». C'est souvent le point de départ. Et logiquement, en réponse à la force du guerrier, eh bien, on a l'obéissant. Cet archétype, ce n'est pas juste la soumission, c'est surtout ce qui permet la cohésion sociale. C'est la grande majorité qui accepte les règles, qui fait que le système, eh bien, il tient debout, tout simplement. Vient ensuite le pervers. Et là, attention avec le mot. Il ne faut pas le prendre au sens moral, mais vraiment au sens stratégique. Le pervers, lui, il n'utilise pas la force directe comme le guerrier. Non, son outil, c'est la manipulation, la peur, les émotions, pour s'infiltrer dans le système et le contrôler de l'intérieur, de manière beaucoup plus subtile. Et finalement, face au désordre et au chaos que cette manipulation peut engendrer, on voit apparaître le sage. Son rôle à lui, c'est de prendre du recul, d'observer, de comprendre ce qui est en train de se jouer. C'est celui qui essaie de mettre de la lumière sur les dynamiques cachées pour, idéalement, restaurer un certain équilibre. Bon, maintenant qu'on a nos 4 personnages, comment est-ce qu'ils interagissent? L'idée la plus immédiate, la plus séduisante, c'est de se dire qu'ils s'enchaînent dans un cycle parfait, où chaque archétype prépare le terrain pour le suivant. C'est une belle mécanique, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Regardons la logique de ce cycle. D'abord, la force du guerrier qui crée la stabilité de l'obéissant. Ensuite, ce système un peu trop stable, un peu naïf, devient la proie idéale pour la manipulation du pervers. Le chaos qui s'installe finit par provoquer une prise de conscience, et c'est là que le sage émerge. Et enfin, pour protéger ce nouvel ordre plus juste, eh bien, il faut de nouveau de la force. Et on rappelle le guerrier. Et hop, la boucle est bouclée, on repart pour un tour. Il y a d'ailleurs cette citation, tirée de la source de cette théorie, qui illustre parfaitement cette vision très déterministe. C'est presque mathématique. Un état en entraîne un autre de manière quasi inévitable. C'est une vision très ordonnée, très mécanique du changement social. C'est une belle idée, ce cycle parfait, mais voilà, il y a un hic, et un gros. C'est que l'histoire, la vraie, elle ne se répète jamais à l'identique. Elle est bien plus bordélique, bien plus complexe que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On jette tout le modèle à la poubelle? Surtout pas, c'est justement là que ça devient passionnant. On a cette tension entre, d'un côté, un cycle super clair, et de l'autre, le vrai bazar de l'histoire humaine. Avec des régimes qui mélangent tout, des transitions qui durent des siècles, le modèle n'est pas faux, il est juste incomplet. Et c'est là qu'intervient un véritable coup de génie. Pour résoudre cette contradiction, le modèle va emprunter une idée à un domaine qu'on n'attendait pas du tout ici, la physique et le traitement du signal. Ça a l'air compliqué, mais l'idée derrière est super élégante. L'idée, c'est d'imaginer l'histoire sociale comme une immense onde sonore. Notre cycle des 4 archétypes, ce serait la mélodie principale jouée par un violon. Mais en même temps, il y a plein d'autres instruments, l'économie, la technologie, la culture, qui jouent leur propre partition. Et c'est la somme de toutes ces mélodies qui crée la symphonie de l'histoire, une musique toujours complexe et jamais vraiment la même. Avec cette idée en tête, on arrive maintenant au cœur de la théorie, à sa version finale, bien plus fine et dynamique. La société n'est plus vue comme un cycle, mais comme un oscillateur. La grande question reste entière, si ce n'est pas un cycle simple, qu'est-ce qui pilote le changement? Comment est-ce qu'on passe de phases de stabilité à des phases de chaos, et inversement? La réponse se cache dans la dynamique de cet oscillateur. Voilà l'équation qui modélise tout ça. Bon, elle peut sembler un peu barbare au premier abord, mais en réalité, ce qu'elle décrit, c'est quelque chose de très intuitif, le mouvement d'un système qui essaye toujours de revenir à son point d'équilibre, mais qui est constamment freiné dans son élan. Alors, voyons ce que ces lettres veulent dire pour une société. Et c'est là que tout prend son sens. Le D, c'est la distance, le désalignement. C'est le fossé qui se creuse entre ce que le pouvoir fait et ce que la population ressent ou voudrait. Le K, c'est la force de rappel, c'est la mémoire collective, l'éthique, une certaine idée du bien commun, qui tire la société pour qu'elle se réaligne. Et enfin, le gamin, c'est l'amortissement, le frein.
C'est toute l'inertie sociale, la peur du changement, la fatigue qui ralentissent ce mouvement. Et là, c'est presque magique, on voit comment nos 4 archétypes de départ trouvent parfaitement leur place. Quand le désalignement en grandit, on a besoin de la force du guerrier pour tenir les choses. Quand la tension est à son maximum, c'est le terrain de jeu idéal pour le pervers. Le retour vers l'équilibre, lui, il est guidé par la clairvoyance du sage. Et quand l'harmonie est retrouvée, que le désalignement est proche de zéro, on est dans l'état de cohésion de l'obéissant. Alors, concrètement, à quoi ça sert tout ça? Le but, ce n'est absolument pas de prédire le futur. Personne ne peut faire ça. Non, l'objectif est beaucoup plus intéressant. C'est de nous donner une nouvelle grille de lecture, un nouveau vocabulaire pour comprendre ce qui se passe dans le présent. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que ce modèle fonctionne comme une carte des courants sous-marins d'une société. Il ne nous dit pas où on va arriver, mais il nous aide à mettre des mots sur des tensions qu'on ressent, à comprendre pourquoi, à un moment, une société accumule de la frustration, de l'énergie, et comment elle finit par la libérer. C'est un outil pour penser la complexité. Et pour vraiment boucler la boucle, il y a cette dernière citation qui résume tout ça de manière assez poétique. Le pouvoir n'est pas une chose fixe, c'est un champ oscillatoire de conscience. Les archétypes sont comme des aimants qui attirent l'énergie collective. Et la sagesse, c'est ce qui essaie de réguler tout ça. Et on peut se quitter là-dessus avec une question. Si on regarde le monde aujourd'hui avec ces lunettes-là, quelles seraient les grandes forces qui créent du désalignement? Et à l'inverse, quelles sont celles qui, peut-être de manière plus discrète, œuvrent pour nous réaligner? C'est une question ouverte et la réponse est certainement loin d'être simple. Merci d'avoir suivi cette analyse.